Alors bonjour à tous, bienvenue à la rentrée du club compétences et emploi de Tech Grand Ouest. Merci d'être présents. Je vais rapidement, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, parce que pour la rentrée de nos clubs, on les ouvre à tout le monde, y compris nos non-adhérents. Donc il y en a qui ne nous connaissent pas encore très bien, et donc je vais me permettre un petit rappel de ce qu'on fait à l'association Tech Grand Ouest avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, donc EdTech Grand Ouest, qu'est-ce qu'EdTech Grand Ouest? Nous sommes un réseau d'acteurs de l'enseignement primaire, secondaire, enseignement supérieur, de la formation professionnelle et les entreprises EdTech. Donc rassemblés sur cette action de l'association EdTech Grand Ouest, donc sur les régions Bretagne, Pays de Loire. Et le but étant de créer des échanges, des groupes de travail, de se rencontrer des acteurs qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer, mais qui partagent des problématiques communes, et de créer un réseau qui va favoriser les bons usages des tech au profit de l'employabilité et de l'inclusion sur le territoire du Grand Ouest. Je crois que mon petit paragraphe s'est affiché juste à la fin de mon petit discours, mais essentiellement, c'est ça. Alors, nos activités sont diverses. On a à la fois des événements pour que les gens se rencontrent, discutent, échangent. Le dernier en date était Convergence la semaine dernière sur l'IA et les technos immersives appliquées à l'apprentissage. Donc l'idée, c'est de partager voilà, des expertises, des réflexions sur les lignes qu'il faut boucher la tech aujourd'hui, et de faire les gens se rencontrer. On a aussi des séances de travaux via les clubs, donc typiquement ce qu'on fait aujourd'hui. Donc les clubs sont de trois. On a un club éducation, un club formation professionnelle qui est ce club compétences et emploi, mais qui va plutôt rassembler les acteurs de la formation professionnelle, et un club enseignement supérieur. Pourquoi on les a séparés? Parce qu'il y a des problématiques communes et en même temps, il y a des fonctionnements typiques à chaque secteur d'activité. On a vraiment envie d'aller sur le concret, d'adresser les problématiques. Donc, on a créé ces trois clubs. Un petit peu de bruit de fond. Des sessions de co-développement mensuelles tous les premiers jeudis de chaque mois, où un adhérent va pouvoir poser une question à l'étude collective. De l'animation territoriale avec les Tech Tours et de la mise en relation, de l'information. Et on peut répondre à des besoins spécifiques des adhérents, puisqu'ils sont en recherche d'expertise, de collaboration, etc. Je passe vite. Pourquoi intégrer EdTech Grand Ouest? Pour connaître les acteurs du réseau, échanger sur des problématiques communes, trouver une expertise, une collaboration, un conseil, co-construire des modèles innovants, et participer globalement au développement d'un territoire apprenant. Alors, passons au club compétences et emploi. La genèse de ce club. Alors, l'idée, c'est de travailler en intelligence collective pour construire des bonnes pratiques qui vont favoriser euh, l'innovation pédagogique dans le milieu de la formation professionnelle par les EdTech. Comment en atelier ou en webinaire comme cela, et par saison thématique. Donc, c'est-à-dire que tous les 3 mois, le but est de livrer un livrable qui va reprendre les réflexions qu'on aura partagées et qu'on aura construit pendant ces 3 mois. Ce club est co-animé par le CLPS et Bâtiment CFA Bretagne. Et pour le lancement de ce club aujourd'hui, nous avons 3 intervenants que je remercie déjà d'être ici et d'avoir pris part à ce travail, et que je vais laisser se présenter. Donc Anne, si tu veux bien. Merci, je veux bien. Merci Anne-Cécile. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je vois qu'on est nombreux quand même. Donc je suis Anne Boussereau, je suis la directrice au CLPS L'Enjeu Compétences, organisme de formation professionnelle pour adultes depuis 40 ans en Bretagne et Pays de la Loire.
Et donc au CLPS, moi, je suis donc à la direction du service du développement des formations, donc service des méthodes et de la transformation numérique. Donc un vaste sujet. Du coup, je Merci peux peut-être te Ludovic. laisser la place, Elena, pour la partie WEF. Oui, merci merci Anne-Cécile pour l'invitation aussi. Elena Maniero, je suis dirigeante de l'organisme de formation M180. Contrairement au CLPS, on n'a pas 40 ans, mais 3. Mais on a le mérite déjà d'être là encore présent après les Covid, n'est-ce pas? On est spécialisé dans deux thématiques, la prévention santé et notamment la prévention des TMS et les pratiques éco-responsables. Et on participe aujourd'hui au webinaire parce que dans nos clients récurrents, il y a des clients qui viennent du secteur du service à la personne et du service et soins à domicile, comme l'UNA. Voilà. C'est mon tour. Donc, moi, c'est Ludovic Chiron et je représente l'UNA Bretagne qui regroupe 48 structures d'aide et de soins infirmiers à domicile. Voilà, et ravi d'être présent parmi vous cet après-midi. Merci, merci pour vos présentations. Alors je vais vous raconter un petit peu pourquoi et comment surtout ce club est né et qu'est-ce qu'on veut y faire. Donc l'idée sur le club compétences et emploi, c'est vraiment d'apporter des réponses ou en tout cas d'imaginer des réponses sur les problématiques emploi, formation du territoire. Et dans le but d'apporter ces réponses, on a souhaité partir de situations concrètes, de partir du terrain. C'est pour ça que l'UNA est là aujourd'hui, pour à la fois être pertinent et puis pour avoir l'impact qu'on souhaite. Au vu de la situation économique et de notre territoire, on a décidé de s'attarder sur les difficultés de recrutement et de rétention du personnel dans les secteurs en tension et de voir comment les acteurs de la compétence, organismes de formation entre autres, peuvent contribuer à apporter une réponse à cette problématique-là. Alors l'UNA ici a bien voulu venir témoigner en fait de la situation qu'elle vit en termes de rétention d'employés, de recrutement. Donc l'Union nationale de l'aide, des soins et des services au domicile qui relève du domaine médico-social et dont je vais laisser Ludovic en parler mieux que moi sur les prochaines minutes. Ce que je disais, c'est donc en Bretagne, on est présent au titre de structure d'aide et de soins infirmiers à domicile. Donc, c'est 5500 salariés présents sur le territoire breton et on regroupe des associations, des services publics, collectivités locales, des CIAS, CCAS et également des mutuelles. Donc, vous avez bien raison dans votre introduction de parler de métiers en tension parce que lors de l'intervention d'hier, j'avais oublié peut-être juste un tout petit chiffre. C'était le nombre de postes à pourvoir sur les métiers d'aide et de soins à domicile et établissement en global, puisqu'entre 2020 et 2030, on va avoir besoin de 600 000 postes à l'échelle nationale en 10 ans. Dont 210 000 postes qui seront à créer sur ces nouveaux postes à créer pour faire face aux besoins et 387 000 postes en remplacement dus au départ à la retraite. Donc, ce ne sont pas nos chiffres, mais ceux de la DARES. Et si on raisonne à l'échelle Bretagne, ça correspondrait à un équivalent de 28 000 postes. Alors, pas domicile, hein, on serait vraiment aussi avec les établissements de santé, médico-sociaux, mais c'est pour qu'on puisse un petit peu objectiver la situation. Du coup, peut-être que je vous laisse faire défiler. Donc, alors, nous, on a un observatoire des métiers en région pour évaluer un petit peu les tendances. Donc, aujourd'hui, sur les services d'aide et d'accompagnement, on est à 8% de postes ouverts qui ne sont pas occupés. 10% en service de soins infirmiers à domicile. Donc ça, c'est les constats. Alors, une aggravation, sachant que avant crise de 2018-2019, on était plutôt autour de 5-6%. Nos professionnels sont plutôt en temps
temps complet ou temps partiel, mais c'est du temps partiel choisi, et pour un équivalent de 0,8 ETP pour un salarié, pour donner un petit peu le type d'emploi. La grande majorité est en CDI. Et en termes de formation, alors c'est un indicateur important. On situe entre 25-30%, c'est la médiane, hein, c'est la fourchette de professionnels qui sont qualifiés. Alors qualifiés, pour moi j'entends ADVF ou DES, diplôme d'état d'accompagnateur éducatif et social, qui correspond à des emplois de degré 2 de la convention collective de branche. Voilà. Et en service de soins, bien entendu, 100% de personnel qualifié, vu que c'est des aides-soignantes, donc ça, c'est une obligation. Et il est intéressant de rapprocher de ce taux de qualification avec le contexte de financement, puisque nos services exercent sous des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Et donc, en fait, ces taux de qualification sont prévus dans les modalités financières. C'est des objectifs fixés avec les financeurs, que sont le conseil départemental, enfin les conseils départementaux et l'agence régionale de santé. Voilà, donc ce n'est pas forcément toujours des choix de structure, mais c'est le volume de personnes qualifiées qui correspondrait aux situations nécessitant le plus de qualifications, c'est-à-dire les publics dépendants. Voilà un peu pour le contexte. Alors, les causes, on les connaît bien parce qu'aujourd'hui, elles commencent à être médiatisées. Donc, on a des horaires atypiques, puisque les besoins des personnes à domicile sont principalement en matinée, midi et soir. Donc, ça vous fait des plages horaires très étendues. Les professionnels doivent faire preuve de beaucoup d'autonomie à domicile, savoir prendre des décisions, gérer leur temps. Donc, c'est quand même des métiers assez contraignants. Malgré le Ségur pour les services publics et l'avenant 43, les rémunérations sont insuffisantes. Donc, il y a des belles carrières à faire avec les années d'expérience. En revanche, pour les salariés qui sont en début de carrière, les rémunérations sont parfois en dessous le SMIC pour ceux qui sont degré 1. Donc, effectivement, ça pénalise l'attractivité. Donc, ça, c'est un frein important. Et il y a les freins périphériques, donc ils ne sont pas forcément spécifiques à l'accompagnement à domicile, mais c'est tout ce qui est mobilité, la garde d'enfants, surtout pour les horaires atypiques, et l'accès au logement sur les zones en tension, parce qu'avec les loyers, enfin, voilà, ça peut être des freins, puisque les professionnels cherchent à se loger près de leur lieu de travail. Donc ça, c'est des freins périphériques. Alors, peut-être une précision, ce n'est pas un diagnostic spécifique UNA-Bretagne. Ça, c'est vraiment des problématiques qui sont partagées par tous les acteurs de l'emploi et de la formation avec qui on travaille. La DREETS, Pôle emploi, la région, les groupes tissage, enfin les délégations territoriales ARS. Enfin, il y a beaucoup d'espaces de réflexion. La commission CREFOP de la région, enfin voilà. Là, alors, les leviers activés, les employeurs ont quand même une palette d'actions qu'ils mettent en place. Donc, c'est de travailler sur les organisations innovantes pour articuler vie professionnelle et vie privée, donc autant que possible. Donc, alors là, vous allez vous demander qu'est-ce qu'on peut faire. Ça va être par exemple des équipes qui seront dites équipes autonomes, qui géreront eux-mêmes leur planning entre salariés pour pouvoir s'arranger au mieux et faire face aux difficultés, aux contraintes de leur vie privée. On a des parcours d'accompagnement renforcés pour élargir le champ de recrutement à des publics qui ne sont pas forcément diplômés pour venir dans nos métiers. Donc ça, c'est via des formations et de l'alternance, plus du tutorat renforcé pour accompagner les salariés, donc comme le dispositif contraint d'emploi durable. Et puis, l'autre levier, alors ça, c'est plus un questionnement, mais c'est comment orienter les professionnels, aides-soignants et futurs aides à domicile vers nos métiers, notamment lorsqu'ils sont en formation, puisqu'il y en a très peu qui viennent vers le domicile, beaucoup partent en établissement. Et pour autant, une fois que ceux qui viennent à domicile ne sont pas toujours, sont parfois même assez souvent satisfaits d'avoir fait ce choix-là, même si le métier est difficile. Donc, on réfléchit à comment mieux faire connaître nos activités.
Et alors, je sais pas si, ouais, voilà. Alors, cela questionne-t-il les organismes de formation? C'est juste pour terminer sur mon intervention pour dire que il y a, après avoir sondé quelques structures là ce matin sur cette thématique-là, il y a peut-être une attente sur les formations digitalisées pour des professionnels qui intègrent les structures. Il serait intéressant de pouvoir accéder à des formations en ligne parce que ça facilite justement leur prise de poste et ça minimise un peu les contraintes liées à la formation présentielle. Donc ça, c'est un point, un axe qu'on aimerait bien travailler aussi. Donc pour l'instant, vos formations ne sont que présentielles, c'est ça? Beaucoup de formations sont présentielles. Ok. Et Ludovic, juste quand tu parles de modules de formation à distance qui serait en fait l'idéal pour inciter les candidats, est-ce que du coup les salariés ont l'équipement nécessaire pour suivre ces formations à distance? Oui, parce que ça se fait déjà, hein. Donc, Ok. alors, soit ils ont l'équipement. Après, je ne veux pas m'avancer pour les structures, mais on peut imaginer des solutions pour faciliter ces formations-là. Vu les difficultés de recrutement actuelles, ce ne sera pas le frein, hein, D'accord, pour. d'accord. Éventuellement, c'est vous qui compenserez, quoi. C'est, Oui, ok, si c'est du matériel, oui. ouais, ok, merci. Bah, merci Ludovic pour cet état des lieux du secteur d'activité que vous représentez. Euh, Moi, du coup, je souhaiterais vous sonder, vous, participants, euh, sur les questions que cela soulève ou ce à quoi ça vous fait penser en tant que OF, donc organisme de formation. Euh, À quoi cela comment cela vous interpelle et qu'est-ce que vous pensez qu'un OF pourrait faire ou sur quelles questions un OF pourrait se pencher par rapport à cette situation-là? Donc j'ai préparé un petit sondage pour que vous puissiez répondre par nuage de mots. Donc c'est la première fois que je fais un webinaire sur Teams, donc pardonnez-moi s'il y a des petits couacs, mais a priori, voilà, là, ça marche. Normalement, vous avez une petite fenêtre qui s'est ouverte sur votre écran et qui vous permet de répondre à la réponse, à la question, pardon. Voilà, bah, très bien, je vois déjà des gens qui répondent, donc on va voir les propositions. Pardonne-moi, mais je l'ai pas eu cette fenêtre. Je suis désolé, je sais pas où est-ce que tu dois Euh, le. C'est dans la conversation, c'est. non, Ah oui, c'est normalement, bien. ça affiche au Merci. milieu de votre écran. Super. Merci. Tu l'as? Oui, c'est bon. En fait, c'est dans la conversation. Mais merci du coup. Est-ce que vous voyez les résultats des réponses s'afficher aussi? Non? Non. Ok. Non. Est-ce que là, vous le voyez? Ouais, on le voit, hein. Ok. Oui, on voit Anne-Cécile. Ouais. Vous pouvez aussi mettre un pouce sous le terme affiché si vous pensiez mettre la même chose, ça évite de répéter les réponses. Je dis mettre un pouce, vous m'avez comprise, c'est liker. C'est une expression que j'utilise assez souvent. Je sais pas s'il y a que chez moi que ça bug, mais moi je vois pas du tout les résultats. D'accord. Moi non plus. Moi non plus, Si hein, tu je peux vois pas juste nous en lire quelques-uns. Ouais. Alors, Il il doit y a falloir recliquer dans la conversation, je pense. Il y a un petit mort là, ça doit pouvoir le réafficher. Ouais, moi quand je clique sur mort, ça m'affiche quelque chose de tout blanc avec marqué 0 réponse, alors que je vois bien qu'il y en a Ah. 22.
Donc, je peux... Ouais, c'est que ça marche peut-être pas. Exporter les résultats, non. Fermer le sondage. Donc, je ferme. Peut-être qu'en fermant le sondage, détail de la réponse. Sinon, tu fais un screen et tu partages Ouais. l'image. Je sais pas si on peut. Voilà. Là, ça marche toujours pas. J'ai mis afficher les résultats. Non, chez moi, ça marche pas, mais je pense que c'est le module qui est un petit peu buggé. Chez moi, ça ne fonctionne pas non plus. Ouais, ça fonctionne pas de mon côté non plus. Moi, ça fonctionne. Ok. Ouais, moi aussi, dans la conversation, quand je clique sur mort, là, le dernier message avec 25 réponses et puis le petit bouton mort, quand on clique sur le petit bouton, ça marche. Ouais, mais en fait, je pense que chez Bah, Sophie, ça bug, on clique et en fait, ça nous affiche un écran blanc et marqué 0 réponse quand la petite Ah ouais. fenêtre. Donc, D'accord. Sinon, T'as la quelqu'un peut possibilité, faire un Cécile, de screen. le partager? Ouais. Sinon, quelqu'un fait un screen et le met dans la conversation. Ouais, Bah, on ouais, peut tout pas à le fait. mettre dans la conversation. Mais Ouais, on bonne peut pas mettre idée. d'image. Peut-être que Ouais. ça ne marche que quand on a participé. Peut-être que ça ne marche que quand on a participé. Moi, j'ai pas participé. Ah, non, moi, c'est j'ai possible. J'ai participé participé. Non. et ça marche pas. Alors, je vais mettre. Je vous le mets en screen. Enfin, je viens de le screener, là, je vous le mets. J'ai Merci. participé et ça ne fonctionne pas. Hop. Bon, on va lire les réponses. Comme ça, ce sera plus simple. Hop. On a attractivité, on a formation, Vous l'avez là. AFEST. Vous l'avez là, c'est bon? Oui. Quotidien professionnel. Management, domicile, facteur humain, revalorisation, transformation organisationnelle, augmentation donc de salaire, j'imagine. N'hésitez pas, alors vous êtes tous et toutes priés de prendre la parole quand vous le souhaitez. Il y a aucun, on n'est pas trop pour ça, donc n'hésitez pas si vous voulez rebondir sur les choses. Il y a Maxime, oui. Ouais, du coup, merci. Alors, moi, j'ai travaillé en fait dans une association avant qui s'appelle l'Association française des aidants, qui travaille sur le champ de la revalorisation d'aide à domicile. Et en fait, moi, ma première remarque comme ça, c'est te dire, est-ce que la formation est une solution à tout? Et si oui, comment est-ce qu'elle peut participer à la revalorisation de l'aide en France? Parce que c'est vrai qu'il y a un gros sujet sur tous ces métiers-là qui sont quand même mal payés, contraignants, difficiles. Et donc, il y a des enjeux de transformation pour les acteurs aussi eux-mêmes, trouver des nouveaux financements, pouvoir aller faire du lobbying réglementaire, mais aussi transformer la propre organisation de ces métiers et changer le travail en fait pour voir comment ça peut être fait. Donc déjà, je pense que les OF peuvent aider à répondre à cette question-là parce que la formation, c'est un énorme levier de changement et de transformation. Peut-être qu'il y a un enjeu de ce type-là. Voilà, c'est d'où les questions de revalorisation de métier, de salaire, etc. Et il y a aussi le côté je parle aussi parce que je suis chasseur de tête spécialisé sur le domaine, donc c'est aussi comment attirer des gens vers un métier en leur donnant de la reconnaissance, de la motivation intrinsèque et de pouvoir les aider à avancer. Merci Maxime. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Là, normalement, je vous repartage. J'ai fait un screenshot que j'ai ouvert dans une autre fenêtre. Est-ce que c'est plus clair? Tout le monde voit? Ok, donc ça va être plus facile quand même. Après, sur ce que dit Maxime, ce qu'on peut dire, c'est effectivement, est-ce qu'un organisme de formation a un rôle à jouer dans l'attractivité d'un métier, dans son marketing, pour du coup initier des convictions vers l'exercice d'un métier X ou Y, enfin en l'occurrence là, réveiller des convictions ou des envies de travailler dans ce secteur-là, quoi. Et si on a un rôle à jouer, c'est lequel, quoi? C'est la question qu'on est arrivé à se poser en évoquant le sujet hier. Je vois d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole. Aneva, oui.
Oui, je voulais demander à la personne de Luna, peut-être qu'elle a des informations à nous apporter justement sur cette question-là, sur le nombre de personnes qui viennent vers ces métiers, mais qui finalement ne restent pas. Est-ce qu'il y a un turnover qui est important, puisqu'on mettait dans les problématiques du jour, voilà, l'idée de pérenniser aussi dans l'emploi. Voilà, est-ce que c'est une question sur laquelle on peut avoir des éléments supplémentaires? Alors, je n'ai pas de statistiques précises. Par contre, on sait qu'un certain nombre de candidats restent un temps assez court. C'est surtout ceux qui ont été vraiment poussés par Pôle emploi parce qu'ils avaient un profil ou des compétences qui pouvaient coller, et puis, mais pas forcément de spécialisation dans d'autres secteurs. Donc, eux, effectivement, vont pouvoir venir être intégrés dans des structures, mais s'ils n'ont pas un accompagnement renforcé et si c'est pas vraiment un projet professionnel, ils vont pas forcément rester. Donc il y a une déperdition. C'est lié, comme ça a été dit avant, aussi au niveau de rémunération. Alors juste, je ne sais pas si c'est le lieu pour ce débat-là, mais il est toujours intéressant de donner aussi une information pour qu'on comprenne bien le contexte. En fait, les salaires sont négociés au niveau de la branche, au niveau national, et pour être appliqués, doivent être agréés par le ministère. Donc, cet agrément oblige les conseils départementaux à financer les salaires qui sont liés à la convention collective avec une valeur de points. Donc, si vous n'avez pas d'agrément de la convention collective, ou si les conseils départementaux ne sont pas en capacité de financer, en fait, c'est à la charge de la structure. Donc, certains le font, mais il y a quand même des limites de marge de manœuvre. Voilà, c'était sur la question salariale. Il y a quand même ce contexte-là. Ok. Je vois pas mal de gens qui ont envie de réagir, donc je passe la parole. Alors, Anémone. Oui, bonjour, Florève. Anémone, c'est le nom de la Pardon. structure. Oui, bonjour. Je voulais juste rebondir par rapport aux problématiques inhérentes au secteur du travail à domicile, notamment par rapport aux heures atypiques pour répondre aux besoins et l'autonomie, les interventions en solo, qui me paraissent intéressantes par rapport au modèle de formation aujourd'hui qu'on utilise, qui sont du présentiel ou du digital en e-learning. Et je me posais la question de voilà, soumettre cette question avec vous sur comment en fait accompagner les apprenants dans leur quotidien professionnel, les former sur leur lieu de travail et se poser notamment, me venait du coup à l'esprit la notion d'AFEST et je voulais avoir votre retour par rapport à ça. Est-ce que la FES, c'est quelque chose, Ludovic, que vous avez mis en place au sein du réseau? C'est Donc, la formation en situation de travail. Oui, action de formation en Oui, situation de oui. travail. Oui. Oui, tout à fait. C'était mis en place à l'aide du programme de modernisation CNSA qui finance des accompagnements pour la mise en place de diverses actions RH, donc marque employeur, organisation du travail et également la FEST. Donc c'est des méthodes qui sont expérimentées à domicile, enfin dans nos structures. Après, ce qu'on se disait, c'est que la problématique principale, c'est vraiment le sourcing des personnes et l'image des métiers. C'est ça qui pénalise vraiment les recrutements, quoi. Mais oui, oui, ça a été expérimenté par certaines structures et c'est un outil très intéressant. Voilà, il y a vraiment plein de gens qui veulent participer, donc c'est très, très bien. Je passe la parole à Lisa. Oui, bonjour. Non, moi, je me questionnais un petit peu sur, en termes d'attente de formation et d'amélioration du confort de travail pour les personnes. C'est quoi la place dans les formations de ce qui va relever de formations très techniques versus des formations plutôt liées aux soft skills, à la capacité à s'organiser ou à juste l'efficience professionnelle au sens large. Enfin voilà, comment c'est dosé aujourd'hui et quelles sont les attentes demain, quoi. Donc la place des soft skills dans les formations actuelles, hein, c'est ça? Je sais. C'est une question pour nous, du coup, ou c'est à l'ensemble des participants?
Bah, c'est pour vous dans le sens où là, Ouais. vous en êtes tout aujourd'hui sur Ouais, le ouais. stage, entre guillemets. Ouais, ouais. Ça questionne tout le monde. Bah, en fait, sur les soft skills, on sait que de plus en plus de structures travaillent sur ces aspects-là avec leurs agences Pôle emploi pour ne pas refermer, on va dire, le réservoir de sourcing de candidats à la seule formation. Donc, on est de plus en plus sur ces dimensions-là. Même si c'est pas encore suffisant, mais il faut de toute façon une ouverture. Je pourrais ajouter que au niveau des offres de formation actuelles, très clairement, il n'y a pas de sujet pour nous. C'est-à-dire que les dispositifs existants nous semblent complètement adaptés au métier. Alors, il y a parfois peut-être des petits ajustements à faire, mais il n'y a pas de problématique sur le montage des formations, les délais ou les contenus. En fait, notre problématique est sur l'entrée en formation des personnes et l'orientation des personnes, puisque, comme on le disait hier, sur le métier aide-soignant, la très très grande majorité vont partir en établissement, alors qu'il y a beaucoup de besoins également à domicile. Donc c'est vraiment plutôt là la problématique, pas forcément sur le contenu. Du coup, voilà, le sujet va plutôt être, et on va continuer là-dessus, sur le sourcing des candidats, pour les faire venir sur du travail à domicile plutôt que de partir en structure, puisque pour vous, en tout cas, la formation n'est pas réellement un sujet, puisque la formation semble adaptée et complète, c'est ça? Est-ce que, juste avant de continuer là sur le sourcing, voilà, je vois Caroline qui lève la main depuis tout à l'heure. Oui. Allez-y. Merci, bonjour. Moi, je me posais la question notamment sur, en faisant des parallèles, parce que dans les métiers du numérique, il y a énormément de communication pour faire venir les femmes dans ces métiers de la tech et de l'ingénierie. Et je me demandais quelles étaient les campagnes déployées dans ce milieu-là pour que les profils de personnes s'orientent vers des métiers de soutien à domicile. On va être amené à en avoir de plus en plus besoin, comme vous le disiez, et on est très mobilisé sur le numérique, mais j'entends peu de campagnes portées sur justement le vivant, quoi. Donc voilà, je m'interrogeais sur cette dimension-là, cette campagne, ce type de campagne-là. Ça va pouvoir être un élément de réponse à la question du sourcing, la question qu'on se pose, c'est-à-dire comment on donne envie, comment on rend ces métiers attractifs aussi, comme on sait le faire avec le numérique aujourd'hui. Oscar, je vois que vous souhaitez parler aussi, allez-y. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oscar Landry, fondateur de Unel. Oui, pour revenir à cette question du sourcing, moi j'avais une question de savoir qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui pour justement générer de l'attractivité auprès d'une jeune génération notamment. Ça pourrait être intéressant d'axer la cible là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses mises en place aujourd'hui, ou est-ce que c'est plutôt une piste à explorer? Il y a des choses mises en place, mais c'est largement insuffisant. Voilà, c'est des présences sur les réseaux sociaux, ça fait un petit moment déjà. Mais en fait, pour être efficace sur les réseaux sociaux ou les nouveaux outils de com, il faut être présent tout le temps et c'est du continu. Et en fait, il y a des difficultés à maintenir une dynamique dans la durée de présence sur les réseaux sociaux, qu'ils soient de l'emploi ou plus génériques. Donc, il y a cet aspect-là. Et c'était quoi je ne me rappelle plus de la question. Ah oui, sur qu'est-ce qui est mis en place Pour viser les jeunes, c'est ça? C'était ça, Oscar? Ah oui, oui, on a aussi les visites en établissement scolaire, donc pour faire valoir la place du domicile. Mais les retours sont encore peu probants, en fait, parce que il y a aussi les acteurs de santé qui sont en grande tension, les EHPAD, donc eux aussi vont intervenir. Donc en fait, je dirais, c'est l'ensemble du champ du prendre soin
les organismes, enfin les lycées sont sollicités de toutes parts et organismes de formation aussi, hein, j'ai des infos là-dessus, pour qu'on intervienne et présenter les métiers. Mais en fait, on a du mal à évaluer l'impact de ces, voilà, ces actions et il faudrait pouvoir peut-être comment moderniser ou adapter ou innover, trouver d'autres méthodes de recrutement. Parce que d'ailleurs, je suis sûr que d'autres secteurs d'activité sont un petit peu à la traîne aussi sur ces aspects-là. Donc, cet espace d'échange peut être intéressant sur cette question. Ok. Je vois un EHPAD qui aimerait aussi témoigner. L'EHPAD Joachim Fleury, c'est ça? Oui, bonjour. J'avais deux choses. Moi, en fait, concernant les contenus, c'est vrai que au niveau technique et tout ça, c'est sûr que je pense que tout y est, c'est complet. Mais peut-être qu'un axe sur lequel on pourrait agir et peut-être qui pourrait servir à attirer aussi des personnes, c'est tout ce qui va concerner quand même le sens. Enfin, faut pas oublier qu'au milieu, en fait, c'est quand même les personnes qu'on accompagne. Et c'est ça aussi qui pousse les gens à venir travailler dans ce genre de domaine. Donc c'est peut-être, et surtout aujourd'hui où justement beaucoup ont quitté leur métier, on fait des reconversions justement pour aller vers des métiers qui ont du sens. Je pense que ça c'est un axe aussi sur lequel on peut peut-être travailler. Et dès la formation aussi, il y a des outils pour ça aussi, hein. L'accompagnement, c'est pas seulement physique, voilà, il y a aussi tout le projet social de la personne, des choses comme ça. Donc c'est peut-être aussi valoriser ces métiers par cet axe-là. Et puis il y a aussi une autre, on parle des jeunes, mais alors oui, il faut en attirer et tout ça, mais je pense aussi que justement c'est peut-être aussi des métiers de reconversion. On a aussi des bons recrutements, par des personnes, de personnes qui connaissent pas ces métiers à la base, mais qui aussi ont une maturité peut-être aussi qui font que elles vont vite s'imprégner quand même du milieu, des pratiques et qu'il y a une envie qui s'installe et donc ça fait des bons recrutements à la fin. Okay. Voilà. Merci pour le témoignage. Allez, Maxime, une fois avant qu'on continue. Merci beaucoup. Oui, du coup, ça m'a fait réagir parce qu'en fait, là, il y a une question qui est double, en fait, qui est une question de marketing de l'offre. À la fois de l'offre de formation, et ça, je pense que c'est une question de vraiment à saisir pour les OF. Comment les OF peuvent faire du marketing de cette offre-là, et ça, c'est une réponse pour les OF. Mais plus globalement, de l'offre de la branche. Et là, du coup, c'est Luna qui a clairement une action à faire sur cette question-là. Je pense qu'un très, très bon exemple pour s'inspirer des bonnes pratiques, c'est l'armée. L'armée, bon, certes, ils ont un budget énorme, mais en fait, moi, je connais très, très bien la personne qui est en charge du recrutement à l'armée, notamment la marine. Et ils font des actions extrêmement intéressantes à la fois sur du marketing de l'offre en réseaux sociaux, donner du sens, avec eux, ils ont des moyens assez conséquents aussi, mais du coup, je pense qu'il y a plein de bonnes pratiques sur lesquelles s'inspirer. Sur, en fait, l'idée et la question, si j'essaie de la résumer, c'est on a un métier qui est sous-valorisé et qui a un cadre aujourd'hui tel qu'il est avec des besoins excessifs. Donc, le temps de travailler sur ces questions structurelles de la branche, comment faire pour attirer les gens et qui s'inscrivent dans la durée, dans le sens de ces métiers-là et qui partent parce que c'est compliqué, etc. Et du coup, très clairement, créer des vocations, c'est extrêmement important. Et voilà, donc c'est peut-être un des enjeux qui est à regarder parce que là, on est sur de la marque employeur pure en fait aussi dans ce sujet-là. La formation a vraiment son rôle à jouer dans la création d'une culture et d'une marque employeur plus globale de l'aide à domicile. Et c'est là où vous rejoignez ce que vient de nous témoigner l'EHPAD Joachim Fleury, c'est-à-dire que la communication d'armée repose entièrement sur le sens du métier et arrive à dépasser toutes les nombreuses contraintes et l'abnégation même de certains que suscitent certains métiers de l'armée. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est un exemple, je pense. C'est une bonne... Delphine, vous vouliez redire quelque chose? Je vois la main qui est encore levée. Ok. Oui.
super pour ces premiers échanges. On continue. On avait aussi quelques éléments à vous partager dans ce sens. Je vais vous repartager. Les métiers du bâtiment aussi peuvent être inspirants. Oui. Est-ce que vous voyez, alors que je vous repartage, hop. Je sais pas, moi je vois plus ma présentation. Ok. Et nous étions ici. Donc là, en fait, on l'a évoqué du coup, hein, l'adéquation entre l'offre d'un OF, donc son offre en formation, et les difficultés de recrutement et besoins en compétences. Donc là, Ludovic nous disait que les formations actuelles, donc notamment le diplôme DEAES, fonctionnaient. Donc, ce n'était pas vraiment un sujet sur lequel revenir. Sur les formations pour les publics éloignés de l'emploi qui vous sont présentées par les partenaires de l'emploi, il y a des formations accélérées de type ASH et des formations sur les fondamentaux qui semblent aussi répondre aux besoins. Et donc, c'est pour ça que la question, et en fait, vous l'avez exprimé avant que nous, on le fasse, c'est-à-dire que c'est bien le sourcing et comment attirer, en fait, plus que la formation en elle-même. Les freins au sourcing, peut-être, là, on n'a pas tout évoqué, la lisibilité de l'offre diplômante dans le secteur. Il existe aujourd'hui plus de 60 titres de diplômes différents. La méconnaissance de l'offre aussi de la part des prescripteurs. Est-ce que vous vouliez réagir là-dessus, compléter peut-être Elena ou Anne? Oui, sur ces moi, deux éléments. Je serais moins catégorique que Ludovic tout à l'heure en disant que l'offre de formation aujourd'hui correspond parfaitement aux besoins. Dès ce que je constate, hein, effectivement, il y a un manque de lisibilité sur les offres de formation parce qu'il y en a beaucoup. Dans les premiers chiffres qu'on a partagés, on a vu qu'il y a quand même 80% des gens dans les secteurs de l'aide à domicile qui n'ont pas de formation spécifique. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque de besoins, enfin, de formation qui correspond à ces métiers-là. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de titres, beaucoup de, comme on voit là, je trouve qu'il y a vraiment une méconnaissance de l'offre. Et sur les différentes formations, moi j'avais échangé avec pas mal d'OF et des personnes du secteur et on s'est dit que ça serait bien peut-être d'envisager un BAFA, type formation très très courte, d'une semaine pour notamment les salariés des particuliers employeurs qui aujourd'hui n'ont aucune formation quand ils vont vers l'aide à domicile. Et donc, ça pourrait être une des réponses. Et puis, la FEST était sortie, donc c'est ressorti dans les échanges tout à l'heure, était sortie comme un véhicule, comme une solution terrain très intéressante, mais méconnue des gens que j'ai côtoyés. Et j'étais avec des SIAD, avec la DMR, avec d'autres structures des l'aide et du soin à domicile. Donc, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, tous les dispositifs que l'UNA maîtrise et connaît soient aussi connus et maîtrisés par les autres acteurs. D'une part, voilà, c'est ce que je voulais dire sur les freins du sourcing. Donc, il y a peut-être un travail de communication sur ce qu'il est possible de faire en termes de formation innovante auprès des acteurs de terrain, quoi. Et sur la partie soft skills, c'est-à-dire savoir-être, c'était ressorti, j'ai dit ça pour Kyrie, c'était ressorti comme un axe des développements, parce qu'aujourd'hui, il y a peu de... Enfin, les formations sont très axées techniques métiers. Hein. Et voilà, ils se disent que le savoir-être est quand même clé pour ces métiers du lien. Et voilà, que c'était un peu... En fait, c'est pas trop... Il n'y a pas trop de formation et il n'y a pas d'évaluation sur les savoir-être. Donc, une des suggestions a été de se dire, OK, comment on peut remplacer les pourcentages des techniques, d'évaluation technique, en rajoutant un peu des pourcentages d'évaluation savoir-être par rapport à ce qui s'est fait aujourd'hui. Et je voulais dire un autre truc après.
Ouais, donc pour la FEST, je sais plus. Oui, donc peut-être qu'en fait aussi de la part des employeurs, dans cette idée que les formations, elles sont suffisantes et complètes, peut-être qu'il y a un biais, et peut-être que on ne considère pas suffisamment la formation ou la préparation au savoir-être qui vont en fait avoir un véritable impact sur la rétention des candidats qui vont peut-être pas être préparés à se comporter ou à vivre le travail de manière sereine. On est sur des métiers, comme on échangeait hier, hein, on est sur des métiers pour lesquels, comme parfois dans les bâtiments, on a l'impression, on a un faux imaginaire, hein, c'est des gens qui n'ont pas besoin d'être formés, qu'on n'a pas besoin de formation pour faire ces métiers-là, et notamment les bâtiments sont très masculinisés et les services d'aide et du soin sont très féminisés, et on pense que ce sont des qualités intrinsèques. Chez nous, pas du tout. Donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer, et du coup, ça ouvrirait la mixité d'ailleurs, des parcours de formation qui tiennent compte du savoir-être et des techniques, mais pour le coup, peut-être de façon plus courte et avec une évaluation sur les terrains. Voilà ce qui était ressorti des échanges que j'avais eu récemment avec des acteurs du métier. Et excuse-moi, Cécile, peut-être pour proposer aussi une alternative à la FEST qui est pas toujours facile à monter parce que c'est assez complexe à monter, c'est d'ouvrir aussi l'apprentissage à ce secteur-là qui est peu, pour lequel ça se développe peu. C'est peut-être sur ces métiers type assistante de vie aux familles ou DEAES par apprentissage, par exemple, il n'y en a pas tant que ça. Et peut-être ça serait d'encourager cette modalité-là pour rendre l'entreprise plus apprenante, en fait, qu'elle ne l'est déjà. Je ne sais pas, Ludovic, sur ce sujet. Ouais, sur la partie. C'est un sujet bien connu. L'alternance, quand vous recevez un candidat en établissement, il va tout de suite trouver un référent et puis il va exercer son métier. Puis dès qu'il va rencontrer une difficulté, il va pouvoir aller voir la personne et lui dire bah, tiens, là, je rencontre un problème, est-ce que tu pourrais m'accompagner? À domicile, ce n'est pas la même chose. Parce que dès que vous voulez mettre en place de l'alternance, ça veut dire qu'il faut trouver un tuteur, que le tuteur devra dégager pour accompagner cette personne et qu'il va falloir trouver une ingénierie financière pour monter toute cette alternance. Et c'est quand même un sacré casse-tête. Donc, il y a des dispositifs qui existent, comme les contrats d'emploi durable, donc qu'UNA a monté d'ailleurs avec la DRETS, donc, qui consiste à monter une ingénierie financière pour payer des temps de tuteurs, repérer des tuteurs, leur attribuer des responsabilités, valoriser leur rôle. Donc en fait, on n'est pas dans le même contexte et c'est pour ça que c'est un axe fort mais qui a des freins aujourd'hui. Okay. Et moi, ce que j'ai compris, Moi, ce que j'ai compris de ceux qui faisaient l'alternance, c'est que les personnes finalement qui vont dans cette voie via l'alternance, ils continuent leurs études, pour la plupart. Donc, ils ne s'arrêtent pas au CAP, et du coup, ils ne restent pas dans les secteurs où ils passent, comme disait tout à l'heure du Ludovic, vers des métiers du médico-social, en établissement ou autre. Et puis, l'échange aussi a pas mal tourné sur la VAE. Et finalement, tous les dispositifs existants aujourd'hui, VAE, AFEST et autres, sont témoins scolaires, demandent tellement des connaissances à l'écrit. Finalement, on évalue la capacité plus à savoir écrire et défendre ses compétences qu'à les savoir, que personne n'y va pas. Merci. Lisa? Pardon. Allez-y. Pardon, juste autre remarque, la formation, elle répond très bien sur ces questions-là de création de culture et de transmission aussi entre des tuteurs plus expérimentés. Et ça peut créer aussi un espace et une culture interne sans forcément avoir besoin d'aller chercher des tuteurs payés spécifiquement pour ça, quoi. Je ne sais pas si ça peut être très clair, mais de créer un écosystème d'apprentissage peut répondre à cette question-là aussi. Merci. Lisa, vous vouliez... Oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait Elena sur la place des soft skills. Je pense aussi que
on parlait du rôle que peut jouer une action de formation dans l'attractivité, la rétention sur des métiers. Et en fait, l'action de formation, elle sert à développer certaines compétences et parfois elle sert aussi juste à reconnaître que ces compétences-là, elles sont nécessaires pour un métier. On parle de métiers qui sont quand même assez peu considérés en termes de regard social et sociétal, même s'ils étaient très très indispensables pendant la crise du Covid, on les a un peu oubliés après, de nouveau. Et je pense que proposer des actions de formation qui permettent aussi de travailler sur l'écosystème de la reconnaissance des compétences transverses comme étant des compétences à part entière et du coup de ces métiers-là comme ayant besoin de ces compétences-là comme des compétences à part entière, c'est aussi une forme de valorisation des personnes qui font ces métiers-là et c'est aussi un levier, je pense, pour l'attractivité et la rétention sur ces métiers. Et je dirais aussi que le sens se trouve beaucoup, le sens qu'on cherche au travail se trouve beaucoup au sein des relations humaines et des liens qu'on va créer avec l'autre. Donc, encore une fois, on rejoint cette dimension-là. Moi, ce que je constate, si je peux me permettre, c'est que les secteurs est conscient de ça, comme disait Ludovic, hein, ils sont conscients, ils sont les formations, en tout cas, ils seraient allés chercher la formation, mais aujourd'hui, ils sont tellement en tension, ils sont tellement en manque d'effectifs, qu'ils ne cessent que libérer une demi-journée quelqu'un, une journée quelqu'un, c'est compliqué. D'où le fait qu'on axe aujourd'hui l'échange sur comment on améliore les sourcings, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire au niveau de la formation aussi dans ces secteurs, mais en termes de timing, le contexte n'est pas favorable. Oui, donc du coup, comment les OF peut-être, qui ont plus le temps, je crois pas, mais peuvent s'emparer du sujet pour rendre plus attractif leur formation et donc les métiers. C'est des perspectives qu'on voulait ouvrir aujourd'hui lors de cette rentrée du club et quels apports les EdTech peuvent avoir face à ce constat-là. On va bientôt arriver à la fin de cette première réunion et en fait, ce qu'on voulait savoir, c'est si voilà, vous seriez intéressé pour travailler lors d'un second rendez-vous sur cette question-là. Donc le deuxième rendez-vous sera le 10 avril de 16 à 17h30. Et en fait, je voulais vous proposer un sondage pour que voilà, vous puissiez vous exprimer sur ce que vous auriez envie d'y faire. Et nous, on vous proposait de continuer à travailler sur cette question de l'attractivité des métiers et de l'offre par les OF pour répondre à cet enjeu-là. Donc, je vais vous laisser répondre à cette question en lançant ce deuxième sondage. Et il y a 2 questions et donc vous pouvez aussi proposer autre chose, si le sujet ne vous semble pas, pertinent, au sein de ce club. Donc j'espère que vous allez tous pouvoir voir la question et répondre. Il y a bien 2 questions. On pourrait reprendre le cas aussi de Luna, ou du secteur médico-social, pour en faire un exercice concret, mais dont les résultats pourraient être transférables à d'autres secteurs. C'est aussi, voilà, c'est aussi ce qu'on souhaite faire dans ce club, c'est-à-dire on parle de situations bien concrètes, mais ce qu'on en ressort peut aussi être transféré, appliqué et imaginé ailleurs. Il y a une piste intéressante évoquée par Maxime, je crois, sur l'inspiration du côté de l'armée ou du côté du bâtiment. Effectivement, il y a peut-être quelque chose à travailler autour de ça.
parce que moi, je me rends compte que, alors je parle de mon point de vue, hein, enfin, sous mon angle CLPS Loge de compétences, mais on axe beaucoup nos communications sur la formation, en fait, et son contenu, et quelle certification ça offre. Et on pense moins au métier, au contact humain, enfin, à l'exercice du métier en lui-même, comme, et son impact sur la société, en fait, comme l'armée peut communiquer. Je pense que là, il y a une vraie piste à explorer quand même. Enfin, je le prends pour moi aussi, hein. Je trouve ça assez intéressant en matière d'inspiration. Je n'y avais pas pensé du tout. Et puis aussi, l'autre perspective aussi que je trouve assez intéressante, c'est tout ce qui tourne autour, qui fait le lien aussi, hein, autour des soft skills en fait, et donc de tout cet aspect de compétences relationnelles, de communicationnelles, et un peu la technique de com autour du lien, quoi. Et comment je nourris un lien et comment je l'entretiens et comment je me maintiens aussi dans ce lien-là sans me faire embarquer par mes propres émotions, mes propres usures. Et je crois qu'il y a un vrai sujet là aussi et qu'on n'aborde pas assez, en tout cas, probablement. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose? Est-ce que vous souhaitez vous exprimer, tout simplement, avant de mettre fin à cette première réunion? Vous pouvez aussi le faire sur le chat. Maxime, oui. Ton micro, Maxime. Pardon, je voulais juste vous remercier d'avoir amené cette démarche et ces questionnements, parce que c'est vraiment génial de pouvoir réfléchir à ça et de pouvoir participer à ce sujet. Vous m'entendez bien ou pas? Je vois penser. Ça va, on a compris. Merci beaucoup. Merci de ta participation Merci. active, Maxime. Tout à fait. Hop. Et ok. Alors là, vous voyez normalement s'afficher proposer des formations. Ok. Et il me semble que vous ne voyez pas les résultats qui s'affichent. Je vous en ferai part. Je vous invite en tout cas à vous inscrire dès à présent au deuxième rendez-vous du 10 avril. Je viens de vous mettre le lien Teams dans la conversation. Donc faites-le dès maintenant, comme ça c'est fait. Et voilà, merci. Voilà, si vous n'avez pas autre chose à rajouter, Ludovic, Elena. C'est vraiment remercier les participants, parce que je suis agréablement surpris déjà de la production sur ce webinaire qui a duré qu'1 heure, mais on a déjà identifié vraiment des axes intéressants à creuser. Donc voilà, je vous remercie vraiment. Du coup, Anne-Cécile, est-ce qu'il y a un canal Slack dédié à ce nouveau pôle qui est prévu? Oui, il y a un canal Slack, le club compétences et emploi. Donc, D'accord, tous les membres y sont. OK. Voilà. Je mettrai la rediffusion et puis les détails sur le prochain rendez-vous. Je peux mettre le lien du N'hésitez pas, Slack. vous, Si vous pouvez mettre le lien du Slack dans le chat Teams, s'il vous plaît. OK. Merci. Et merci à tous. Oui, tout à fait. Merci Ludovic pour le cas d'école. Et merci Anne-Cécile pour l'animation. Merci Elena pour cette collaboration d'1 heure. Oui, merci à tous. Merci Ludovic d'avoir bien voulu nous exposer tout ça et d'en faire un vrai sujet de réflexion. Et rendez-vous au 10 avril du coup pour continuer ça, puisque d'après ce que je vois, les gens sont intéressés pour continuer en tout cas la réflexion et l'échange. Donc rendez-vous le 10 avril et merci à tous et à toutes. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.